Bonjour à tous, c'est très cool de vous retrouver ce matin pour ce deuxième live du panier après celui qui avait eu lieu l'année dernière sur la péniche. Je suis très heureux de vous voir, j'ai discuté avec je vous ai presque tous salués en tout cas, je trouve ça génial. Merci d'avoir bravé la pluie et les grèves des écoles pour nous rejoindre ce matin. Il y en a qui viennent de loin. Biarritz, le sud pour vous, Grenoble pour d'autres. Donc merci d'être là. Et merci à mes quelques invités qui vont prendre la parole ce matin d'avoir accepté l'invitation. On a choisi un format un peu différent de ce qu'on avait fait l'année dernière et je pense qu'on répétera ce type de format qui est plus intime, une sorte de table ronde à guichet fermé où chacun peut, c'est l'objectif, prendre la parole, échanger, rebondir, poser des questions ou partager une expérience. C'est un peu l'objectif. Vous êtes une vingtaine de commerçants et e-commerçants ce matin. Et c'est bien ça, l'objectif, c'est que la parole circule. Alors pourquoi ce format justement ? C'est parce qu'on pense que on s'est posé la question sur les sujets, les thèmes à aborder, et on a eu plein d'idées, et en fait tout nous ramenait toujours au fait que 2024 c'était difficile, c'était les montagnes russes les dernières années, 2025 s'annonce compliqué, et on arrivait à ce thème que vous avez dans l'invitation, qui est survivre en 2025. Alors ça se veut pas alarmiste, mais c'est surtout dans l'idée de se dire qu'est-ce qu'on a fait en 2024, Rex sur ce qu'on a fait, les apprentissages, et qu'est-ce qu'on peut faire en 2025. Autour de 4 grands thèmes, moi qui m'intéressent et sur lesquels je voudrais bien vous interroger mes invités, mais l'omnicanalité et l'organisation, la stack technique sur l'omnicanalité, la stack technique tout court, et un sujet de migration qu'on va aborder avec Pauline tout de suite, le sujet d'acquise et d'IA, et comment est-ce que tout ça peut bien fonctionner ensemble, et comment est-ce qu'on peut mettre plus de place à l'IA dans les sujets de créa et d'acquisition, et puis un sujet marketplace, parce que les marketplaces sont omniprésentes pour beaucoup d'entre nous, une part importante du mix distribution, et voilà pourquoi je voulais l'aborder. Vous avez pu faire un peu connaissance, je pense, avant qu'on commence le live. On va se parler une petite demi-heure, 3/4 d'heure maintenant, et vous pourrez ensuite continuer vos conversations après le live. Je trouve que c'est toujours un peu pompeux les mecs qui mettent des citations dans leur discours. Si vous écoutez le panier, vous savez que ça m'arrive d'en mettre, mais il y en a une, quand on préparait l'événement et les thèmes qui me revenaient en tête, c'était Darwin qui disait que les espèces qui survivront ne sont pas les plus intelligentes, pas les plus fortes, mais celles qui s'adaptent le mieux. Et c'est un peu l'idée, je pense, et le thème ce matin, c'est comment est-ce qu'on s'adapte au contexte économique, à l'Asie qui s'écroule, aux États-Unis qui se referment, au gouvernement qui n'est plus là depuis quelques heures, pour bien aborder l'année prochaine. La règle du jeu, c'est simple. C'est pour ça qu'on a voulu ce format intime. Poser des questions. Je me permettrai de vous poser aussi des questions à vous. Partagez vos expériences. Donc n'hésitez pas. Le premier sujet que je voulais aborder, c'était la tech. Et pas forcément un choix de plateforme comme on l'a fait l'année dernière, mais plutôt un retour d'expérience sur les migrations, passé, avenir, les questions à se poser. On en a fait une belle récemment avec Fauchon. En toute transparence, vous l'avez fait avec Cosa, Vostra. Oui. J'ai demandé à Pauline de partager son retour d'expérience et de le partager en toute transparence et sans limite. Pauline gère le digital et l'e-commerce pour Fauchon depuis quelques années déjà. Elle a fait plusieurs refontes. Donc tu as un bon retour d'expérience. Ce que j'aurais aimé savoir, c'est un peu le contexte dans lequel cette refonte s'est effectuée. Et puis surtout les apprentissages. Ce que tu avais surestimé, sous-estimé, ce que tu referais, ce que tu ne referais pas. Mais voilà, peut-être qu'on commence par le contexte. Sur le contexte, effectivement, moi j'ai déjà fait plusieurs changements de site pour Fauchon. On avait un Magento 2, on avait eu 3 sites sur Magento. La question se posait vraiment de savoir si on continuait, si on faisait une refonte ou un replatforming. On s'est posé la question ensemble. On a fait le choix de Shopify et on a migré sur 2024 ce site vers un site magnifique, un site plus performant. Donc oui, effectivement, on s'est posé plein de questions. Dans ce replatforming, il y a eu beaucoup de
ouais, de questionnement, de choix techniques aussi, de voir comment tout ce qu'on avait pu développer auparavant sur Magento, comment on pouvait le récupérer, est-ce qu'on le récupérait ou pas, et comment on interfaçait finalement tout ce qu'on avait déjà développé dans les années passées. Quelle était ou quelle est la part du e-com aujourd'hui? Aujourd'hui, on est sur 10-12%. Et combien de boutiques? C'est quoi le mix distribution? Aujourd'hui, on a 70 boutiques à travers le monde. On a une petite boutique qui est juste à côté. Je vous invite à aller la voir. Et puis, on est sur 80% à l'international et 20% sur la France. Et du coup, se pose la question de la stack technique que vous avez en boutique, en omnicanalité justement, et du lien qu'il y avait avec Magento. C'était quoi le contexte? On avait finalement très peu de liens jusqu'à ce qu'on soit sur Magento. Et le choix de Shopify nous a aidés finalement là-dessus. Et c'est aussi pour ça qu'on a fait ce choix-là. C'était l'opportunité qu'on pouvait avoir sur les boutiques françaises, les boutiques en propre, d'avoir aussi la partie POS qui était reliée, même base produit, même base client. Et finalement une facilité demain d'ouvrir une autre boutique. On a eu le cas sur le mois de juin, où finalement on a eu une opportunité d'ouverture sur le Louvre et se dire, en fait, avec Shopify POS, on s'est affranchi de toutes les problématiques de caisse. Et donc on a ouvert un beau corner et la caisse a suivi sans aucun problème et tout était dispo. Et on a ouvert en juin avec Shopify POS. Sur une nouvelle boutique? Sur une nouvelle boutique. Et les boutiques existantes que tu migres ou que tu as dû migrer? Alors, c'est le chemin qui arrive. On a migré la Madeleine il y a quelques jours. Et sur 2025, on va continuer la migration de nos systèmes de caisse pour les boutiques parisiennes. Ok, ces deux projets qui sont bien distincts quand même, la migration e-com et la migration POS en boutique? C'est deux projets pas si distincts que ça, parce que finalement, les deux sont liés. On n'avait pas prévu au début d'avoir la partie POS dans le projet de départ. Finalement, ça s'est accéléré et les deux sont liés. On a toute la notion d'omnicanalité, le client est le même, la gestion du click and collect. Enfin, les deux ont besoin d'être réfléchis finalement ensemble. Ok, mais tu as commencé par le web, évidemment. On a commencé par le web. Raconte-moi ta migration, comment tu l'as préparée, combien de temps ça prend, où est-ce que tu as trouvé des écueils ou des frictions? Combien de temps ça prend? On a mis 7 mois, je pense, entre le go du projet et la mise en prod. On avait besoin de bien comprendre toute l'interfaçage qu'il y avait avec les autres outils Fauchon. Le RP, le CRM, le PIM, c'était un vrai sujet. Tout ça, c'était déjà interfacé avec Magento, donc il y avait quand même à réinterfacer tout. On a fait un choix de mettre en place un middleware qui nous facilite finalement tout l'interfaçage avec nos différents outils. Ça nous a évité de redévelopper pas mal de choses côté ERP. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que c'est un middleware? Je me permets, en gros, c'est un implicatif qu'on va mettre entre différents outils et qui va les faire communiquer ensemble quand ces outils n'ont pas forcément d'API disponibles nativement ou des API qui ne communiquent pas. Oui, parce que finalement, on a un PIM homemade, on a un ERP qui ne pouvait pas communiquer nativement avec Shopify. Donc voilà, finalement, on a centralisé le tout dans un middleware. Et aujourd'hui, ça se passe très bien et on n'a aucun problème d'interfaçage. Les frictions que tu as pu rencontrer, qu'est-ce que tu as sous-estimé? Ce que j'ai sous-estimé, c'est la partie contribution. On avait quand même beaucoup de choses sur l'ancien site et j'avais pas forcément pris en compte qu'il allait falloir migrer vraiment tout ça et la migration des données. C'est pas la même chose de passer d'un Magento 1 à un Magento 2 où il y a beaucoup plus de facilité. Là, on avait quand même besoin de retravailler, même s'il y a des outils qui nous aident sur cette migration de données. Voilà, pour le faire bien, il faut vraiment se poser et je pense qu'il aurait fallu qu'on l'anticipe un petit peu plus
c'était à refaire, je l'aurais anticipé un petit peu plus. Et qu'est-ce que tu as surestimé en difficulté qui finalement était plus simple que prévu? Shopify dans sa globalité, en fait. C'est hyper simple. C'est une autre façon de penser sur finalement, voilà, tout ce qui. J'ai besoin d'une app, c'est facile à mettre en place. Ça, on n'en entend pas beaucoup parler, mais finalement, quand on le vit, on s'aperçoit que c'est vraiment facile. Ok, tu as du change à gérer en interne aussi? Parce qu'il y a du contenu, il y a du produit, il y a de la distribution, il y a plein de choses. Comment est-ce que dans ton projet de migration, tu as intégré d'autres équipes que la tienne? J'ai pas mal intégré la partie produit, puisque dans le site, on a vraiment voulu mettre en avant tout le storytelling de nos produits. Et ça a été un gros travail qu'on a fait ensemble sur la partie UX, UI. Et la partie produit, la partie com aussi, puisque finalement, on a eu à gérer un peu je vais pas dire un rebranding parce que c'est pas le cas, mais en tout cas un relifting. Un relifting, ouais. Donc c'est vraiment les équipes qu'on a entraînées principalement. Ok. Et en boutique? En boutique, c'est un changement, mais je pense, pour avoir fait d'autres systèmes de caisse avec eux avant, le changement a été beaucoup plus facile. Les équipes du Louvre, ça s'est très bien passé. Et finalement, même des équipes avec des vendeurs qui sont là depuis longtemps et qui étaient habitués finalement à leur système, le changement s'est passé sans aucun problème. Il y a une fluidité en caisse on va vite le voir sur décembre, mais quand la boutique va être remplie, finalement, oui, il y a une vraie fluidité pour le client et pour le vendeur. Et si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment? Quel conseil tu te donnerais il y a 6 mois? Je paralléliserai la partie checkout de la partie créa. Aujourd'hui, on a pris du temps sur la partie créa. Et je pense qu'on aurait dû paralléliser aussi toute la partie dev du checkout. On a beaucoup de spécificités chez Fauchon sur des dates de livraison, sur des produits qu'on peut livrer, peut pas livrer à certaines dates, pas à certaines dates, le lundi, pas le lundi. Et donc du coup, c'est toutes ces règles-là qu'on a un peu surcouchées par rapport à Shopify. Et ça, je pense que si c'était à refaire, je le ferais plus tôt. Donc, trop de temps passé sur la créa en amont, pas assez, ou c'est quoi? C'est une question pas ratio? Trop de temps, mais vraiment paralléliser des choses pour finalement pouvoir sortir 1er septembre et pas le 25 septembre. Quel historique vous avez quel historique vous avez remonté, gardé? On a remonté 4 ans. 4 ans d'historique. Ok. Top, intéressant. Est-ce que vous avez des questions pour Foline? Qui a fait un replatforming en 2024? Ok. Est-ce qu'on a un micro? Pardon. Est-ce que tu peux te présenter et présenter rapidement la société? Merci. SDG Distribution, on est basé à Hossegor dans le sud-ouest et on est une entreprise majoritairement de B2B. Et donc là, on a un virage vers le B2C, on a tout mis à la poubelle, on était tout dans PrestaShop depuis des années. Et vraiment, vraiment tout. Même la logistique, qu'on avait tout fait nous-mêmes, voilà. Et là, on a débauché une DSI, donc c'est une entreprise, nous on est une entreprise de 20 personnes, donc avoir une DSI chez nous bien capée, ça a tout changé assez rapidement. Donc vous avez intégré la tech ou la que direction? Que la partie direction. Ok. Aucun développeur en interne. Et donc on est passé sur Odoo. Et ensuite, on a découvert ce que c'était qu'un PIM. Là, on va découvrir en janvier ce que c'est qu'un SDM. Et ensuite, CMS sur Magento et une suite logistique aussi derrière. Et du coup, ton apprentissage sur cette migration? Donc vous avez fait table rase, complètement? Oui, complètement. Ok. La durée du projet? 10 mois. 10 mois avec lancement le 16 septembre.
enfin 8 mois exactement, mais tout le projet a pris un peu plus. Mais retour d'expérience, tu parlais du checkout tout à l'heure. On pense dans la refonte énormément à l'expérience utilisateur, énormément. Et en fait, on se dit c'est central, mais quand on est dans le projet, c'est le dernier truc auquel on pense. Et quand on sort nos sites, on va sur le site, on se dit à la place du client, j'ai pas envie d'être sur ce site. Donc c'est, alors nous, c'est là où nous on a pêché, et puis bon, on est une entreprise B2B qui part vers le B2C. Donc on a minimisé beaucoup de sujets sur les flux et choses comme ça. On pensait que ça irait quand même un peu plus vite et que c'était beaucoup plus simple. Et il y a plein de choses qu'on avait créées dans notre ancien PrestaShop qui, on le voyait tellement comme la bête noire qu'on se disait ça pourrait être que mieux. Il y a quand même plein de choses qu'on avait créées, des tout petits détails qui en fait avaient un impact énorme, comme les moyens de paiement ou les paiements différés pour nos clients par exemple. Voilà, plein de petites choses comme ça. C'est vrai que c'est souvent un truc qu'on oublie, c'est la dette technique de tous les petits patchs ou tous les petits développements sur mesure qu'on a créés au cours des semestres, des années qu'on passait et qu'il faut soit récupérer, soit gâcher, soit jeter, soit redévelopper. Vous connaissez certainement tous Odoo, mais c'est intéressant, c'est une boîte belge, si je ne dis pas de bêtises, qui est énorme maintenant et qui a un ensemble de petits services connectables les uns aux autres. Et donc vous êtes passé sur Odoo en e-com ? Non. J'ai mal compris, pardon. Il y a un an, j'avais parlé devant l'entreprise en séminaire en disant on va prendre Odoo, on va tout mettre dans Odoo, ça va être fantastique. Voilà pourquoi j'ai trouvé la solution. C'était complètement faux puisque la DSI est rentrée un mois après, elle a dit comme vous voulez, mais le référencement c'est quand même bien. Il y a des choses fantastiques, vraiment. Odoo, ça nous change l'entreprise. Mais au niveau e-commerce, ça fait pas, on peut pas tout faire, quoi. Et niveau logistique aussi, on était vachement limité. Ok, compris. Il y en a d'autres qui ont fait des replatforming en 2024. Non. Ouais, Petit Pas de Géant. Donc, je suis Maud de Petit Pas de Géant. Nous, on vend des chaussures souples pour les enfants. L'entreprise, on l'a créée en 2006 et à l'époque, il n'y avait pas du tout de support de site internet tel qu'on peut connaître aujourd'hui. Et donc c'est Moad qui l'avait développé lui-même en codant. Et puis ça a tenu quelques années et on est passé sur PrestaShop. On a eu quand même pas mal de difficultés parce qu'on a beaucoup de personnalisation sur notre site. Et ces difficultés ont fait que quand il y avait une collection que beaucoup de parents attendaient, les gens arrivaient et au bout de 5 minutes, le site était planté pour 2-3 heures. Donc on a contacté une agence, on a contacté entre autres Mourad de Shopify. Et maintenant sur Shopify, on n'a plus ce problème. On a eu une super journée jeudi là, pour le Black Friday et c'était fluide. Et j'en revenais pas, j'ai regardé toute la journée mon téléphone et j'avais même pas de message de client pour dire mais le site est planté, ça rame. Je voyais, il n'y avait pas de rapport entre le nombre de messages qu'on recevait et nos ventes. Et en prenant un peu de hauteur par rapport à la migration, est-ce que tu as un enseignement Ça n'a pas été si simple que ça. Déjà parce qu'on a effectivement beaucoup de personnalisation. Donc il y a eu du développement en plus de Shopify par l'agence. Nous, on les a contactés en décembre-janvier. Et on a mis le site live juillet. Okay. Juillet parce que c'est une période très creuse pour nous et donc on s'était dit avant la rentrée scolaire qui est par contre notre pic d'activité. Et ça a mis quelques jours en juillet quand le site est sorti, c'était un peu bancal. Et puis aujourd'hui ça va. Mais le jour de la sortie, on était un peu stressés parce qu'au lieu de rediriger notre PrestaShop vers le nouveau site sur Shopify, ça avait redirigé vers l'ancien site que Moad avait créé au départ. Donc on avait fait une annonce partout en disant regardez, Petit Pas de Géant va avoir son nouveau site, ça va être génial. Et en fait c'était retour 5-6 ans en arrière, site qu'on avait en plus bloqué en décembre. Donc on avait des guirlandes de Noël, joyeuses fêtes, on était en juillet. C'était gros coup de stress, mais ça a été réglé rapidement. Et, voilà. Et ça, c'était géré de votre côté ou du côté du Presta ? Les deux ensemble. Okay. Bon. Je crois que Moad a bien mis la main à la pâte aussi, à Shopify qui nous a accompagnés et l'agence.
Il y a un autre modèle que je trouve intéressant, Magali, Marie-Clémence, est-ce que je peux en parler? Est-ce que vous pouvez en parler? Bon, Marie-Clémence et Magali de PrestaShop, groupe de PrestaShop, pardon, de Paraboot, excusez-moi, groupe dans lequel il y a 2 marques et 2 projets de site avec potentiellement un modèle que je te laisse décrire, un site qui est nouveau, qui pourrait remplacer le site ancien. Oui, tout à fait. Ouais. Donc nous, on a initié notre platforming Paraboot il y a 2 ans. On était sur un Drupal, on est passé sur un WooCommerce. On a lancé le site au mois de mai. Et puis en parallèle, on réveille une vieille marque qui s'appelle Galibier, qui est une marque de chaussures de montagne. Et donc là, pareil, on a un WooCommerce, mais l'objectif, c'est de sortir ce site WooCommerce Galibier et sans reproduire les erreurs de la refonte Paraboot, pour qu'à terme, on ait 2 sites ultra performants. Et de récupérer potentiellement le site sur Paraboot, le site Galibier? Tout à fait, ouais. Okay. Top, merci. Est-ce que vous avez encore des questions pour... Vas-y. Ouais, pardon. Bonjour à tous, Franck de Gibucycle, vélo pour enfants. Est-ce que la migration avec Shopify vous a amené à changer d'autres outils? Typiquement le RP, le PIM, d'autres choses, dire finalement, même avec le middleware, ça ne le fera pas? Pas pour le moment. Pour le moment, on reste sur le RP actuel, le PIM actuel et le CRM actuel. Donc non, pas pour le moment. Splio. Sage X3. Je faisais hier un catch-up avec Michael Ostruy. Je ne sais pas si vous l'aviez écouté, le premier. C'est le responsable digital e-com de PXP, Project X Paris. Levez la main ceux qui connaissent PXP. Ouais, quand même quelques-uns. C'est quand même dingue, c'est une marque qui fait 80 millions d'euros de chiffre d'affaires cette année, streetwear jeune, mais que les plus de 25 ans, alors je ne montre personne du doigt, ne connaissent pas. Bref, ils réfléchissent, donc ils sont sur PrestaShop, ils réfléchissent à un replatforming, mais c'est quand même une grosse machine pour 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, 60 points de vente et 1200 revendeurs, je crois. Et en fait, comme il y a pas mal d'outils liés à leur machine actuelle, ils ont décidé de ne pas tout migrer d'un coup. Donc ils ont migré par exemple le CRM d'abord, ils sont passés sur Klaviyo, ils étaient sur... je sais plus. Mais bref, ils ont migré sur Klaviyo et ils migrent aussi 2-3 autres outils avant de faire ce replatforming pour que les équipes digital, e-com et marketing en interne n'aient pas un switch trop important à faire le jour où ils changeront le cœur du réacteur. Je trouvais la démarche intéressante. D'autres questions? Sinon, je vous propose de passer la parole à Cyprien d'Expérience Capital. Et je te remercie infiniment, Pauline. Merci à toi. Et merci à Fauchon qui nous accueille dans ce lieu très sympa. Salut Bonjour. Cyprien. Bonjour à tous. Je ne sais pas quel est ton poste. Je suis expert digital chez Expérience Capital. Il est expert digital chez Expérience Capital, qui est un fonds qui est dans pas mal de startups non pas de startups d'ailleurs, de belles marques que tu pourras nous lister. Et tu as des vues intéressantes sur des sujets que je voulais aborder justement. L'achat média et la créa, et comment est-ce qu'on peut la scaler, parce qu'aujourd'hui on est sur des modèles où il vaut mieux envoyer beaucoup de contenu et laisser les algos choisir plutôt que envoyer un contenu avec beaucoup de budget. Je voulais parler d'international aussi, parce que dans vos marques, tu vois un shift est-ouest. L'Asie s'est un peu cassé la gueule ces derniers semestres. On a de l'autre côté un marché qui est porteur, qui est les États-Unis, qui est large, qui est profond, mais qui est ultra saturé. Je voulais parler d'IA aussi, et comment est-ce que l'IA fait son chemin pour de vrai dans les marques que vous accompagnez. Mais peut-être que tu peux présenter rapidement d'abord Expérience Capital et les marques. Donc Expérience Capital, on est un fonds d'investissement. On a aujourd'hui 170 millions d'euros sous gestion qui est, qui est intégralement déployé. On vient d'annoncer notre dernier investissement dans une marque de cosmétiques américaine qui s'appelle Violette FR, qui est en très forte croissance. Et nous, la spécificité qu'on a chez Expérience Capital, c'est d'apporter à la fois du capital et en même temps du support qu'on appelle de l'expérience, qui est fait par Ségolène et moi sur la partie digitale. Donc nous, concrètement, toute la journée, on travaille dans les marques qu'on accompagne
pour déployer leur stratégie, pour faire à leur place quand il manque des people, etc. Et donc aujourd'hui, on a été investi dans 14 marques, on en a vendu 3. On a vendu Jimmy Fairley, on a vendu Sœur, on a vendu Sessoun, qui est notre dernier désinvestissement. Et on est encore au Slip français, chez Figare, dont Noémie est là, chez Oh My Cream, chez La Broquette, qui est une marque de cosmétiques suédoise, une marque de cuisine danoise qui s'appelle Reform, chez Bali Baris. J'oublie plein de trucs. Non, le labo, non, c'est pas nous. Oui, BAM Karaoké. BAM Karaoké, bien sûr. Exactement, BAM Karaoké, la Nouvelle Garde, les brasseries et les boulangeries French Bastard. Voilà. Avec lesquelles on ne travaille pas beaucoup parce que les enjeux digitaux d'une boulangerie sont plus limités. La dépendance aux plateformes reste forte, mais on peut pas. C'est dur de vendre sans faire de la pub sur Meta ou sur Google, principalement. Mais les modèles ont un peu changé et je voulais que tu me partages ta vision, où on est et surtout où on risque d'aller 2025. Si on revient il y a 15 ans, 80% du boulot en acquisition, c'était un boulot de ciblage. Il fallait faire des ciblages les plus fins possibles sur Google. C'était le ciblage sur le mot-clé, le ciblage de la personne. Il fallait avoir une structure de compte extrêmement smart. Et 20%, le reste, c'était la partie créa où, en fait, une fois qu'on avait ciblé la bonne personne, on pouvait lui montrer un truc pas top, ça marchait. Et maintenant, on est complètement dans un autre paradigme avec sur Meta les campagnes ASC+, Advantage Shopping+, ou sur Google les campagnes Performance Max, où en fait là, on ne fait plus le ciblage, c'est plus du tout quelque chose qu'on a, et 100% du ciblage est fait par la créa d'une certaine manière. Et on va laisser les algorithmes de Google et les algorithmes de Meta définir ce qui fonctionne. Et donc en fait, le gros du boulot est passé de je cible la bonne personne à je montre quelque chose qui va cibler quelqu'un et qui va fonctionner derrière. Donc le travail a shifté de je fais de la structure, je travaille des tuyaux à je travaille ce que je mets dans les tuyaux, et les tuyaux c'est la créa. Et ça c'est vraiment quelque chose qui fondamentalement change le métier sur l'acquisition et qui change aussi les structures, enfin ce qu'on fait dans les marques où aujourd'hui on avait, qui fait qu'on a souvent un goulot d'étranglement au niveau du volume de créa qu'on doit créer, puisque si on veut pouvoir s'adresser aux hommes, aux femmes, etc., il faut faire des créas qui soient spécifiques aux hommes, qui soient spécifiques aux femmes, qui soient spécifiques aux jeunes, qui soient spécifiques aux personnes plus âgées, qui soient spécifiques aux Américains si on cible les Américains, etc. Donc en fait, le boulot là est devenu beaucoup plus complexe, ce qui oblige aussi les marques à parfois revoir la façon dont elles veulent s'exprimer. Puisqu'en fait, la vérité, c'est que si on veut parler à un jeune, on ne va pas lui parler de la même façon qu'on parle à quelqu'un de 50 ans. Or, jusque-là, souvent les marques, et les marques dont on s'occupe sont souvent des marques avec des fortes DA ou des créateurs qui sont forts, on préfère faire un one fits all où on va suivre le branding de la marque, mais en fait, sans vouloir le faire descendre au niveau de la personne à qui on s'adresse. Et c'est un peu ça la difficulté sur laquelle il y a du travail d'éducation à faire et qui se fait un peu par le test. Donc la première chose qu'on a fait en 2024, c'était vraiment aussi de revoir la façon dont on mesurait la performance et les chiffres qu'on regardait. C'est des choses qui sont relativement classiques maintenant, mais qu'on n'avait pas forcément fait jusque-là. Donc en 2024, on a commencé à mettre des reportings, on était moins sur clics et conversion et ROS, mais aussi de regarder le hook rate, donc, parce qu'on fait principalement aussi des créas vidéo, ce qui rajoute une couche de complexité. Le hook rate, donc qui est le taux de personnes ou le scroll stopper, qui est le taux de personnes qui va regarder la vidéo au moins 3 secondes. Donc c'est vidéo vue d'au moins 3 secondes sur impression. Et donc ça c'est le premier point qu'on va regarder, qui est à quel point la créa va arrêter le scroll de la personne sur Meta et donc l'intéresser. Ensuite, il y a le hold rate, qui est combien de ces personnes-là vont effectivement regarder la pub, et puis ensuite toute la partie conversion. Mais ça, c'est des KPI que tu regardes, mais tu agis dessus ou tu laisses l'algo faire son... Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde ces créas pour estimer la performance de la créa, et c'est généralement largement lié au hook rate. Donc plus on va réussir à arrêter le scroll, plus on se rend compte que la créa va être performante. Donc ensuite, l'idée, c'est de décortiquer la créa et d'essayer de comprendre ce qui a fait que sur cette créa spécifiquement, la personne s'est arrêtée, et de reconstruire le pipeline de créa sur la base des enseignements qu'on a fait. Donc en fait, le travail, il est moins de regarder la conversion après que d'essayer de comprendre ce qui a fonctionné dans une créa et de comprendre qui a interagi avec cette créa et de le multiplier sur tous les segments sur lesquels qu'on peut adresser sur nos audiences. Ok, ça veut dire qu'il y a potentiellement des déclinaisons de créa ensuite. Dans tous les sens. Comment est-ce que tu fais quand tu as un budget qui peut être restreint ? Alors,
quand on a un budget qui est restreint, il y a un travail potentiellement là où l'IA peut un peu aider quand même, qui est de faire des variations, parce qu'une IA, ça fait très facilement des variations quand on leur donne un input. Et c'est vrai qu'il y a par ailleurs un shift qui se fait de je dépense purement du média à je demande à mon agence, et toutes les agences médias maintenant des acquisitions online ont un département qui est un département créa, qui va faire le travail à la place quand les équipes sont débordées. Et il vaut mieux de toute façon dépenser un peu moins de budget en médias et un peu plus en créa, parce que dans tous les cas, la performance, elle se fait sur la créa et pas tant sur à quel point je dépense. On en discutait avec Kabaya aussi dans un épisode du panier où il disait qu'en fait, les 2-3 premières secondes, elles peuvent ne rien avoir à voir. C'était juste rien avoir à voir avec la suite de la vidéo. Il fallait juste Exactement. qu'elle stoppe un scrolling, quoi. Exactement. En fait, le tout début, il faut juste s'arrêter. Il ne faut pas que ce soit 100% off, enfin montrer quelque chose qui n'a aucun rapport avec le reste risque quand même de faire que le hold rate après va être bas. Et en fait, le hold rate, il est super important quand même, parce que derrière, ça fait le clic et la conversion. Mais effectivement, il y a un énorme enjeu sur ces 3 premières secondes d'arrêter la personne. Il y a un énorme enjeu à la créativité aussi. Donc on peut plus se permettre d'avoir quelque chose de relativement plat. Il faut vraiment que ça, tout à coup, ça pète sur les 3 premières secondes pour que vraiment les gens se disent bah, tiens, je vais aller regarder la suite, etc. Quel ratio entre la créa et l'achat média tu vois dans les marques que vous accompagnez? En termes d'efforts? Non, en termes de dépenses. Ah non, en termes de dépenses, on est encore à 80-20. Enfin, 80 sur le média. Sur le média. Oui, non, on est à 80 sur le média, mais avant on était à 100% sur le média, et maintenant on peut se permettre de mettre 20% sur la créa, ou d'aller chercher des façons de faire des créas différemment en allant bosser avec des créateurs, enfin des influenceurs qui vont faire le contenu pour nous, etc. Parce que évidemment l'UGC c'est un point extrêmement important et qu'on a beaucoup de mal à faire en interne, et quand on le fait en interne ça sent forcément pas bien, puisque c'est pas justement du user generated content mais du brand generated content. Donc ça fait partie des choses sur lesquelles on va dépenser de l'argent. Et quelle part de contenu créé par l'IA? Aujourd'hui, c'est à part le slip français qui en fait vraiment beaucoup, et principalement parce que ça les amuse, mais c'est assez rare qu'on le fasse. On commence un peu à essayer de trouver des use cases, mais une fois de plus, quand tu as un DA fort, donc une très bonne idée de ce qu'il veut, c'est un peu compliqué de lui faire dire mais tiens, si c'est marrant, regarde, ça marche. 3 conseils pour survivre en 2025 sur la scalabilité de la création. Vraiment déjà, commencer à réfléchir à pourquoi est-ce que vous montrez ce que vous montrez, et à qui vous voulez vous adresser, et est-ce que quand vous regardez vos créas et quand vous regardez vos clients potentiels et tous les gens à qui vous pourriez vous adresser, est-ce que vraiment vous maximisez la capacité à leur parler spécifiquement à eux? Donc déjà, c'est remettre en question la centricité de la marque, ou le fait que ce soit vraiment le centre de la valeur. Et ensuite, commencer à essayer de regarder justement ces 3 KPI du hook rate, hold rate et du taux de conversion, et essayer de faire des corrélations entre les créas qui ont été faites et les chiffres que ça donne. Et regarder la performance en fonction de lequel de ces indicateurs, enfin pas le taux de conversion, mais plutôt le hook rate et le hold rate, a d'importance sur la conversion. Parce que ça, au final, une fois qu'on passe dans ce paradigme, on commence à réfléchir les choses d'une autre façon, on commence à scénariser ces pubs d'une autre façon, et ça a un vrai impact. On l'a vraiment vu, nous, chez Oh My Cream, où on a une énorme baisse du coût d'acquisition qui est vraiment liée à ça, qui est vraiment liée à ce nouveau focus, où du coup, on a complètement changé ce qu'on montrait, on a complètement changé la façon de créer des pubs, on est passé de choses très statutaires à des choses beaucoup plus faites à l'iPhone, etc. Et je pense que notamment pour emmener des équipes créa, il faut pouvoir avoir ces chiffres ou ces insights, parce que sinon c'est du les goûts et les couleurs, et ça marche pas. Est-ce qu'on fait... Ouais, peut-être si vous avez des questions sur ce sujet précisément. Chanez des laboratoires de Biarritz, qui nous vient de Biarritz. Bonjour à tous. Hyper intéressant, merci. J'avais une question notamment pour Violette d'Oh My Cream. Non, pardon, Violette tout court. Qui est vendue aussi chez Oh My Cream. Oui. Elle a aussi une image, enfin la fondatrice a une image très forte, on la voit beaucoup sur les créations de contenu qu'elle fait. Comment du coup ces créations à elle performent par rapport à de l'UGC, et comment une marque par exemple comme Violette réussit à ne pas devenir dépendante, ou alors est-ce qu'elle l'est peut-être, de tout le contenu UGC qui est créé par la fondatrice, qui a du coup un branding hyper fort? Effectivement, c'est un très bon contre-exemple
ou contrepoint plutôt, de la partie Brand Generated Content. En fait, il y a une différence, c'est le poids du fondateur. Une pub qui montre un fondateur fonctionne systématiquement beaucoup mieux qu'une pub qui est faite par un influenceur et qu'une pub qui montre personne ou qui montre quelqu'un qu'on ne connaît pas et on ne sait pas qui c'est. Ça, on le fait, et du coup, on le fait énormément. Typiquement chez Omacrim, c'est Juliette Lévy qui fait les 3 quarts des pubs qui performent très très bien. Et ça fonctionne beaucoup mieux. Donc en fait, les pubs où il y a Violette en l'occurrence, mais qui est la fondatrice, qui est la make-up artiste, qui est la personne qui est la raison d'être de cette boîte, dont la boîte porte le nom par ailleurs, en fait, elle est absolument clé, elle est centrale. Et effectivement, il y a une très forte dépendance de la marque à l'image de sa fondatrice. Bon, après, c'est comme ça. Elle, c'est son projet de vie actuel. Donc, il n'y a pas de risque sur le business, on va dire. Mais effectivement, c'est très, très important. Toutes les marques où on est capable d'avoir quelqu'un qui est identifié comme étant le fondateur, nous, c'est Guillaume Gibaud pour le slip français, Juliette Lévy pour Omacrim, etc. Bah, ça fonctionne forcément mieux. Parce que les gens, quand ils voient la créa, ils se disent, bah, en fait, le mec ou la nana qui est en train de me vendre un produit, il y croit. C'est son bébé, c'est son truc, et donc c'est beaucoup plus vrai. Ok, et pour les marques dont le fondateur est plus dans la société, par exemple, du coup, ce qui fonctionne le mieux selon toi, c'est quoi? L'UGC, c'est d'identifier peut-être une autre personne dans la société qui peut porter ce drapeau. L'UGC, la partie égérie, en fait, c'est souvent un peu difficile parce que les égéries, jusque-là, elles sont vues comme des égéries images. Je pense que il vaut mieux, enfin ce qui fonctionne mieux, c'est des influenceurs, mais là-dedans, il faut faire un peu le tri entre des influenceurs qui sont très images et des influenceurs qui, au contraire, savent très bien vendre. Il faut peut-être trouver un équilibre là-dedans. Généralement, dans nos marques, l'influence image est gérée par la com, l'influence business, dont l'objectif, c'est d'aller faire du chiffre, elle est gérée par les équipes e-commerce, acquisition. Et on doit un peu avoir les deux, marcher sur les deux jambes. Il faut comprendre que c'est deux mondes qui se parlent assez peu, en fait. Les influenceurs plus, qui ont des plus petites communautés mais qui ont un excellent taux d'engagement, en fait, sont des gens que les 3 quarts des gens ne voient pas, mais qui sont hyper importants pour vendre parce qu'ils sont capables, eux, de passer le message à leur communauté. Alors que les influenceurs images sont juste là pour élever l'image de la marque, et on a besoin d'avoir un peu les deux, plus l'image de la marque que la notoriété, parce qu'en fait au final nous on l'a vraiment vu à partir du moment où on a fait de l'influence, on va aller chercher des petites communautés, on avait un impact business beaucoup plus fort que quand on faisait des trucs avec Caroline Receveur, etc., où là effectivement il y a un pic de visite, mais il n'y a pas un pic de business parce que elle fait un gros volume. C'est un peu comme si tu faisais un spot de pub d'un côté et de l'autre tu faisais des réunions Tupperware. C'est beaucoup plus un travail de fourmi, la partie influence business, que ce que tu fais quand tu fais de la pub à la télé, mais tu as un impact plus fort derrière sur le chiffre. C'était un parallèle marrant. Est-ce que vous avez d'autres questions sur ce sujet? Franck de Gibus. Merci, super intéressant. Est-ce que vous utilisez des outils justement entre ces marques, ou chacune des marques a ses propres outils pour aller chercher le hook rate, le hold rate, parce que dès qu'on va sortir des dizaines de créas, la complexité c'est de pouvoir les suivre et comment on itère dessus? Non, en fait aujourd'hui on utilise principalement ce qui est dans la plateforme et on fait des rapports. Moi j'ai passé beaucoup de temps à structurer des rapports et ensuite l'idée c'est d'avoir que tout le monde ait quelque chose qui soit similaire. Après, il y a des outils qui existent, des Polar Analytics ou des Thank You Analytics qui permettent d'aller sortir toute la donnée et qui font plein d'autres trucs après en attribution qui sont super bien. Aujourd'hui, nous, on n'a pas jugé ultra pertinent de s'équiper d'un outil comme ça parce que ça représente quand même un certain coût. Mais toutes les démos que j'avais vues sont super intéressantes. Ouais. Des laboratoires OMA. Justement, tu parlais d'attribution. Et la question que j'ai, c'est à partir de quel moment, de quel seuil, tu considères qu'il faut mettre une espèce de DMP ou un tracker dédié, un serveur dédié ou une solution globale de tracking pour aller plus loin que concaténer tes données multiplateformes? Honnêtement, nous, on a des marques qui aujourd'hui font plus de 15 millions en ligne. Alors, je ne me rends pas compte de quel volume on parle pour toi, mais nous, on n'a pas d'outils d'attribution qui permettent, tu vois, à côté. En plus, le travail qu'on fait, c'est un travail d'essayer de comprendre de façon incrémentale ce qui fonctionne sur nos créas. Et donc, ce sujet-là, en fait, on se dit, bon, s'il y en a un qui dit 100 et l'autre, j'ai 100 sur une créa et j'ai 200 sur l'autre,
quand bien même c'est pas exactement 2 fois le chiffre d'affaires qu'elle a généré parce qu'il va y avoir d'autres leviers qui ont joué, l'écart il est suffisamment significatif pour se dire qu'effectivement celle-là elle fonctionne mieux. Et quand on se rend compte que dans ce qui a le paramètre qui a évolué, c'est le hold rate, disons, pour celle-là, on se dit effectivement sur cette créa il y a ce point-là qui fonctionne bien et on essaie de le comprendre. Donc en fait ce qu'on fait, c'est qu'on fait plus de travail de tagging, tu vois, d'essayer d'identifier, à chaque fois qu'on fait une créa chez OMyCrim, on dit ça c'est une créa qui est du type A, qui présente le produit B et qui dure, ou qui a tel élément qui est l'élément C. Et en fait, on regarde les combinaisons. C'est fait un peu à la mano. Tu as plein de choses plein d'outils qui te permettent de le faire. Une fois de plus, aujourd'hui, on se dit, et nous, c'est l'autre partie, un peu la partie fonds d'investissement. Nous, ce qu'on vend, c'est de l'EBITDA. Donc c'est vrai, aller rajouter de la dépense, pas forcément dans l'état d'esprit. On essaie juste de faire des proxys qui soient suffisamment parlants pour pouvoir prendre des décisions. Pardon. Donc, ce que tu dis finalement, c'est que même à un seuil de vente élevé, il faut des reportings simples et de l'intuition, plus que de surcompliquer l'analyse. Ça, c'est certain. C'est un vrai débat, quoi. Ça, c'est certain. En fait, et je sais que moi, personnellement, je peux rentrer dans des espèces de boucles analytiques où je m'en sors pas parce que je suis en train de chercher, puis je trouve des trucs, je tire des fils qui mènent à rien. Et en fait, parfois, il faut juste trancher d'un coup, essayer de chercher les choses un peu simples et se dire, bon, ça c'est significatif, ça je le vois, je pars dans cette direction parce que le temps que tu vas passer à faire des analyses, des suranalyses, tu vas pas passer à créer d'autres choses ou à essayer d'avoir des idées. Et je pense que bon, il y a un risque effectivement là-dessus. Donc le métier de média buyer, il devient un métier de publicitaire, d'une analyse relativement simple et de publicitaire, d'avoir des idées de créa. Tu prends une marque comme 900Care. 900Care, aujourd'hui, c'est les gens qui ont le mieux compris la partie acquisition et le mieux compris ce découpage. Et du coup, quand tu regardes leur pub, c'est vraiment que des combinaisons de choses où ils se disent ça fonctionne ici, donc je le mets là, je scale ça, j'invente une nouvelle histoire. Et en fait, c'est des gens qui inventent. Tu regardes sur Ad Library, le nombre de pubs qui sortent et le nombre de variations qui sortent, ils en sortent un paquet. Et en fait, le gros du business maintenant, pour eux, il est là-dessus. Avec Émeric dans chacune des vidéos, ou presque, pour rejoindre le point de Chanez. Parmi les marques que vous accompagnez, on parlait de ce shift Est-Ouest. Ouais. Tu le vois dans la mode principalement, dans d'autres Ouais, alors en fait, ça c'est quelque chose qu'on porte assez fort, Ségolène et moi, en l'occurrence, parce que c'est pas forcément la vision des marques encore, où on se rend compte que nos marques sont encore très imprégnées de le business, il est à faire en Chine, il est à faire en Corée, notamment pour la partie cosmétique, mais la mode aussi. Et nous, ce dont on se rend compte de façon relativement empirique, c'est que tu mets un Globally sur un Shopify. Donc Globally, c'est un outil de cross-border qui permet d'aller très facilement faire évoluer ses prix, ses moyens de paiement, toute la gestion des taxes and duties, etc., qui sont des vrais freins aujourd'hui à se lancer en dehors de l'Union européenne. Figaré y est, je crois. Figaré y est, et Noémie est dans la salle. Pardon, je la vois plus. Elle est là-bas au fond. Exactement. Et ça, si un feedback. Et je pense que, Figaré, c'est un des plus bels exemples de. On met cet outil-là et on a tout à coup une énorme amélioration de la conversion, notamment aux US. Mais on avait eu la même chose avant sur La Broquette, qui est donc cette petite marque encore assez confidentielle de cosmétiques suédoise, où on a tout à coup fait x2 juste parce qu'on vendait en dollars. Et puis on s'est mis à développer ça. Et en fait, on se rend compte que ce marché, qui n'est pas le marché naturel auquel les directeurs, notamment retail, pensent, parce que c'est vrai que l'installation en retail aux US, en fait, elle est aussi compliquée qu'en Chine, et on se dit, la Chine, il y a plus de volume, etc. Mais sauf qu'en web, le marché, il est tellement gigantesque que même les miettes du repas pour les fourmis qu'on est est à faire une énorme croissance. Et on se retrouve à faire du plus 100%, plus x2, x3 sur des chiffres qui deviennent importants parce que, le marché il est énorme, parce que les gens ils sont très bien éduqués au e-commerce et que donc il n'y a pas de réticence comme ça peut l'être dans d'autres endroits, parce que la structure du web, c'est exactement la même. C'est Google, Meta. Quand on va en Chine, quand on va en Corée du Sud, c'est d'autres leviers d'acquisition. Ouais, c'est Naver en Corée du Sud, c'est complètement autre chose en Chine. On connaît mal ces outils, en tout cas à titre personnel, je les connais mal, et donc on a du mal aussi à accompagner. Et donc on arrive à scaler beaucoup plus facilement aux US. Et l'autre point dont on se rend compte vraiment fort là, c'est que
c'est un peu triste pour nous, mais le niveau de vie a tellement augmenté, ou le delta de niveau de vie a tellement augmenté entre les US et la France et l'Europe en général, que en fait, ce qu'on vend nous, qui est premium, c'est pas cher pour eux. C'est gratos. Enfin, le panier moyen aux US pour Figari, il est 2 fois supérieur au panier moyen en France. Et voilà. Et ce que fait par ailleurs Figari, parce qu'une fois de plus, un excellent exemple, c'est qu'ils ont des produits qui marchent. Ils ont un marketing produit qui est très bon. Ils ont des produits qui marchent très bien aux US. Ils ont une chemise où sur le revers de l'intérieur, il y a écrit « Je t'aime ». Bon, évidemment, c'est un énorme carton et en France et aux US. Et donc, en fait, il y a vraiment du business à aller faire. Et sur la partie cosmétique, c'est le marché dans l'Occident qui est le plus en forme, avec une vraie appétence pour les marques indie versus les grosses marques. Donc ça, c'est pareil, c'est des choses sur lesquelles on peut surfer. Et sur 2025, l'idée, c'est d'explorer ça notamment avec la Briquette et d'explorer notamment du Amazon. On parlait de marketplace tout à l'heure, enfin tu en parlais, mais pour les US qui n'est pas du tout comme Amazon en France, et on se rend compte que le gros du marché ou la gros de la croissance, il est porté aux US par Amazon, où toutes les marques indie sont. Avec moins, on en parlera après pour conclure ce petit déj avec Mickaël, mais avec moins de friction, j'ai l'impression, pour des marques premium à aller vendre sur Amazon. Complètement. Et donc ça en revanche, il faut qu'on arrive à le faire passer, à le faire comprendre à nos directions ici en France, parce que c'est vrai que l'image en revanche, elle n'est pas la même. Donc pour survivre en 2025, international, et ne pas négliger les US, qui ont des canaux, des modèles, des outils qui sont similaires aux nôtres, sur un marché beaucoup plus grand, où il y a beaucoup de monde, mais qui est tellement grand qu'il y a une place à prendre. Et je pense que l'effort incrémental, il est beaucoup plus, le ROI de l'effort incrémental, il est beaucoup plus fort aux US qu'au UK, qu'en Chine. Aujourd'hui, ça c'est certain. Et donc, sauf à avoir vraiment un développement retail très fort et une grosse stratégie en Chine, je pense que la zone sur laquelle il faut compter aujourd'hui, on verra ce que ça donne un peu quand ils mettront des droits de douane à 70%, etc. On verra. Mais pour l'instant, dans le paradigme actuel, les US, c'est sans doute la zone la plus efficace. T'as un playbook ? Non, je pense qu'il y a une première partie qui est de tester le marché de façon gentille et de mettre un peu d'acquisition. La première chose, et dans tous les cas, c'est quand même d'avoir un site qui vend en dollars où les taxes and duties elles sont gérées. Ça, je pense que c'est le prérequis. Et dans tous les cas, si on n'a pas ça, c'est compliqué et là, on va perdre de l'argent. Une fois qu'il y a ça, il y a commencer à mettre quelques touches en acquisition sur Meta Google en fonction de ce qui est pertinent pour la marque. Et en termes d'ops, je ship toujours depuis la France ou depuis mon... Oui. Je ne change pas mon stock pour l'instant. Non. Enfin, nous, c'est ce qu'on fait. Pour le coup, là, ça devient des opérations assez costauds de vouloir shipper depuis les US, sauf à passer potentiellement vers justement des Fulfilled by Amazon où ils ont des capacités de stock. Mais ça, aujourd'hui, on ne le fait pas. Nous, on préfère le faire de France. Avoir une stratégie de pricing qui permette quand même d'écraser ses coûts de livraison. Et donc ça, c'est typiquement ce qu'on fait. On augmente les prix et c'est pas très grave parce qu'une fois de plus, ils sont tellement plus riches que c'est peanuts pour eux. Et ensuite, une fois qu'on a des premiers retours sur la performance, aller vers les leviers un peu moins héroïstes et un peu moins scalables facilement. Et donc là, l'influence qui fonctionne très bien. Top, merci. Qui a mis sur sa roadmap 2025 l'international, si elle n'y est pas encore, ou tout le monde donc. Par où vous commencez ? Ok. Ouais, on vise effectivement d'aller. Aujourd'hui, on vend en France et en Europe, donc uniquement en euros. On vise à aller un petit peu partout dans le monde avec certaines exclusions quand même en fonction de la rentabilité des marchés. Et sur la partie US, on s'est questionné effectivement sur aller avec un free PL, donc installer du stock aux US et ou commencer par un shipping de chez nous. Et finalement, après quelques conseils et études, on va commencer effectivement à partir de nous pour calibrer l'offre, calibrer la demande et éventuellement, ou pas, aller plus tardivement sur un stock sur place. Mais ça, c'est si derrière, il y a du retail qui s'installe. Enfin, ça dépendra aussi de la structuration qu'on a envie de mettre sur le marché. Ok. Franck ? J'ai écorché ton nom ? Non, c'est ça, pardon. Merci. On vend 85% en France aujourd'hui, le reste en Europe, notamment Benelux, et là on lance l'Allemagne.
avant tout. Les US, pas pour l'instant, on a une problématique de chipping. On a des colis qui font plus de 15 kilos, qui font donc la petite crème versus le vélo, c'est pas la même pour l'expédier. Et le deuxième, c'est des sujets de normes ISO, d'avoir des produits qui sont compatibles sur ces marchés. Donc l'avantage de l'Europe, c'est qu'on peut couvrir tout de suite. Ça va être déjà moins le cas au UK qu'on voudrait ouvrir prochainement, mais aussi aux US. Ok. Est-ce que quelqu'un veut rebondir ou poser une question? N'hésitez pas. Moi, je voulais ouvrir la réflexion aussi sur le fait qu'il y a tellement de changements géopolitiques tous les jours dans notre propre pays, en Europe ou vraiment partout, que le fait d'aller toucher tous les pays, ça va nous permettre de pouvoir jongler, parce qu'aujourd'hui, il y a des changements en logistique. Enfin, nous, on fait de l'import container, par exemple. Ce sont des choses qui ont complètement changé. Quand avant, on devait recevoir en septembre nos produits quand ils sont en octobre ou en janvier, parce que des marques américaines qu'on distribue et qui n'en ont rien à faire de l'Europe, clairement. Mais d'être sur tous les marchés nous nous, dans notre stratégie, ça nous permet de mitiger le risque. Oui, et puis réaxer, parce que c'est ce qu'on fait tout le temps, constamment, de réaxer notre stratégie de vente en fonction d'éléments géopolitiques tout le temps et économiques. L'Allemagne, c'est encore un des premiers marchés européens, mais aujourd'hui l'Allemagne, c'est pas non plus extraordinaire. Sur Amazon, c'est les numéros 1 en Allemagne, mais c'est peut-être en train de changer. Il y a des marketplaces aussi qui se développent autre qu'Amazon dans d'autres pays. Donc, voilà, c'était un peu la réflexion aussi. Et je voulais poser une question par rapport à tous les pays arabes, parce qu'on parle souvent de MAA, souvent. Et quelle était votre réflexion par rapport à ça? Aujourd'hui, nous, on n'a pas un travail actif qui est fait. Typiquement, une fois de plus, avec Globally, on cible le monde entier. Et donc, on voit effectivement des croissances en Arabie Saoudite, aux Émirats, etc. On n'a pas une stratégie spécifique sur les Émirats et l'Arabie Saoudite. Mais effectivement, c'est des choses qui peuvent se faire. On n'est peut-être pas assez luxe pour aujourd'hui aller vraiment être pertinent là-bas. Chanaz. Oui, petite question. Quand on intègre une solution comme Globally, comment ça impacte du coup les investissements médias? Là, tu disais que Globally, du coup, tu peux shipper dans tout le monde entier. Du coup, tu n'investis pas en médias dans les pays dans lesquels tu shippes? Tu laisses le site faire le job? Oui, nous, le x2, tu le fais à zéro budget. En fait, c'est juste le trafic naturel que tu avais déjà qui convertit beaucoup mieux. Et ensuite, nous, on a rajouté des investissements médias sur les pays qu'on voulait cibler spécifiquement. Mais en fait, tout à coup, ton rest of the world, qui aujourd'hui doit représenter une quantité négligeable, en fait, finit par grossir plus vite. Et tu te rends compte que tu as des pays sur lesquels spécifiquement tu as une traction que tu n'avais pas vue avant. Parce que tout à coup, tu as cet outil qui facilite largement la conversion pour les gens sur place. Ça paraît magique quand tu le dis comme ouais. ça. Non, mais c'est ton trafic existant qui convertit mieux. Au départ, ça veut dire quand même que tu avais un trafic existant, mais effectivement, les premiers mois, ils sont un peu magiques, quoi. Et après, il faut les travailler. Et au bout d'un an, ça devient autre chose. Ton year-on-year, voilà, il est passé. Mais au départ, c'est assez costaud. Ouais. Top. Merci Cyprien. De rien. Que vous pouvez retrouver. Et je t'invite à venir t'asseoir à côté de moi. Mickaël, je voulais clôturer, si ça vous va, avec un Rex 2024 et comment survivre en 2025 comment survivre avec ou sans Amazon. Alors nous, chez Shapeart, pour ceux qui ne connaissent pas, on fait des accessoires dans l'univers du vélo, de la moto, du running. On a toujours la même tagline, c'est juste bien compter. C'est quand même, pour survivre, c'est quand même bien maîtriser ses marges, bien compter, ça reste quand même le nerf de la guerre. Et le deuxième point, c'est l'omnicanalité. Ça, c'est depuis qu'on s'est lancé, 2017, c'était le premier sujet, dont Amazon, on va en parler, mais l'omnicanalité et comment on gère toute la partie acquisition de manière omnicanale, ça, pour nous, c'est les sujets qui sont clés encore aujourd'hui. Ouais.
Vous êtes dans plusieurs milliers de points de vente. Hein. Ouais, à peu près 6000 points de vente en Europe. Donc c'est vraiment de l'épicerie. Hein. On a énormément de clients qui vont faire 500, 700, 800 euros de chiffre à l'année. C'est un peu pénible, mais à la fois d'un point de vue management du risque, c'est assez appréciable. Ok. Tu connais bien Amazon, ouais. Pour pas dire que tu es un expert. Qu'est-ce que tu as vu en 2024 et à quoi s'attendre en 2025 ? 2024, je reviens au point précédent, c'est les marges. Ça a coûté beaucoup plus cher de vendre sur Amazon. Ça n'a fait qu'augmenter sur les 10 dernières années. Pour la première année, depuis 10 ans, 2025, il n'y aura pas d'augmentation de tarifs. On va dire, c'est la première fois depuis 10 ans qu'ils n'annoncent pas d'augmentation de tarifs okay. sur les frais logistiques ou les frais de commission. Alors après, il y a plein d'autres frais cachés où là, ils vont se faire plaisir, hein, mais facialement, il n'y a pas d'augmentation de tarifs. Non, on voit le gros changement que moi j'ai perçu en 2024, c'est l'arrivée des marques. Voilà. Amazon était, on va dire, un peu le chasse gardée des entrepreneurs, les nouveaux dropshippers entre guillemets, beaucoup de private labels qui vendent des produits sur étagère de Chine. Et là, la grosse différence, c'est qu'on voit toutes les marques arriver, les belles marques, et qui se saisissent du sujet Amazon, parce que je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a un facteur qui est, non, Amazon, c'est pas que des méchants, et en fait, même en termes d'image de marque, il n'y a plus trop de sujets. Ça, c'est un facteur. Et le deuxième, qui est lié à ce qu'on disait sur l'acquisition, c'est de plus en plus dur de faire de l'acquisition, c'est de plus en plus cher, et donc il faut aller chercher les relais de croissance. Et c'est un très beau relais de croissance pour une marque. Je crois que c'est LVMH qui vend maintenant du champagne sur Amazon et qu'ils ont ouvert leur boutique ouais. Mercier ou Moët et Chandon, voilà, c'est ça. Ouais, Moët et Chandon, il y a quelques semaines. Il y a un petit mois, ouais, c'est ça. Ouais. À quoi il faut s'attendre en 2025 et comment survivre avec Amazon ? Sur Amazon, il va y avoir... alors l'IA est un sujet. Ils ont lancé leur assistant dénommé Rufus. Qui est là pour dénicher toutes les informations, mais qui va être avant tout là pour être un nouvel espace publicitaire dans lequel investir votre argent. L'IA va être un sujet, puisque la manière de créer le contenu, il va falloir s'y adapter. Ça, c'est un sujet qui est là. Le sujet logistique est un sujet très important chez Amazon et de plus en plus important. Il faut une qualité opérationnelle qui soit irréprochable. Donc quand on est généralement une grande marque, c'est quelque chose d'assez facile, on sait faire. Et il y a aussi toute la partie packaging. Il y a des super belles histoires. Novoma, que tu as reçu il n'y a pas très longtemps, Novoma a cartonné sur Amazon avec notamment un petit twist qui est, ils ont changé le format de leur pack. Au lieu de vendre des boîtes de gélules, ils sont passés sous des blisters qui passent en format enveloppe. Et ils ont explosé leur rentabilité et leur chiffre d'affaires grâce à ça. Et ça, c'est des choses qu'il faut intégrer. Et donc la logistique au sens très large sur Amazon est un sujet très très important. Donc pour survivre, il faut bien comprendre la logistique Amazon. Oui, okay. Il faut bien comprendre la logistique Amazon. Il faut bien comprendre comment Amazon fonctionne aussi. Ça, c'est l'autre point. Amazon est un moteur de recherche. Et donc, ça, c'est basé sur des mots-clés et il faut les acheter, ces mots-clés. Donc, c'est l'investissement publicitaire, c'est l'autre sujet. Hein. Et ça, on l'oublie un peu. Et c'est quelque chose qu'on oublie quand on se lance sur Amazon. On va calculer les commissions, on va calculer la logistique, on va calculer tout ça. Mais si on n'attribue pas de budget marketing à Amazon, je ne dis pas qu'on n'a aucune chance, mais on va être à 20-30% de son potentiel quand on est une belle marque. Qui vend sur Amazon ? Ouais, quand même un petit peu. Ouais, un petit peu. Mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup. Mais pas beaucoup. Qui y réfléchit ? Une autre partie. Ok. Tu y réfléchis, hein ? Ouais, tu as levé la main à l'instant. Quelle question tu te poses ? Pardon, est-ce que tu peux te présenter Payot ? Moi, Anaïs, je travaille chez Payot. Et nous, on y réfléchit pour le marché américain. Donc, on était présent en propre aux États-Unis. Enfin, on était distribué via un distributeur. On a arrêté le partenariat. Et là, du coup, on ne sait pas si on relance ou pas Amazon aux US, vu qu'on a déjà du stock là-bas, parce qu'on a un entrepôt, du coup. Et du coup, se pose toutes ces questions, en effet, de logistique, de... Est-ce qu'on envoie tout à Amazon et Amazon Ship ? Est-ce qu'on veut nos propres colis ? Dans ce cas, il faut qu'on paye une logistique qui est
hors de prix aux États-Unis. Donc voilà, on est un peu sur ces sujets-là. En Europe, on y réfléchit, mais moi, je préfère qu'on développe notre site en propre, honnêtement, pour l'instant. On a un site internet qui n'est pas hyper développé en Europe, on a juste un site FR et un site DE, on n'est pas ouvert aux autres marchés. Donc Amazon, pour l'instant, en Europe, a, je pense, pas la même image qu'aux États-Unis, où on peut être une marque un petit peu luxe aux États-Unis sur Amazon. En Europe, c'est quand même vu comme, voilà, on trouve les produits pas très chers de L'Oréal. Enfin, en tout cas, c'est un peu l'image qu'on a encore en France. Il y a quand même des marchés plus matures, notamment l'Allemagne, où on s'est aussi posé la question. Il y a des marchés quand même plus matures en digital que la France, qui ne voient pas forcément Amazon de la même manière que nous. Ok. Aller à l'international avec Amazon. Est-ce qu'il y a un playbook? Il y a plein de sujets là-dessus, hein. Mais pour un site e-commerce, il y a, dans beaucoup de cas, vous pouvez gagner plus d'argent en vendant sur Amazon à l'étranger que sur votre propre site e-commerce. Ce qui est assez déroutant, hein. Mais parce qu'en fait, en termes de logistique, ils sont abattables. Ils ont les entrepôts dans chacun des pays. Ils ont des frais logistiques qui sont très bas. Ils sont hyper réactifs. Vous, livrez, nous en tout cas, on le voit, Shopify, livrer l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie en 24 heures, on ne sait pas faire, hein. Depuis la France, on ne sait pas faire. On a mis des entrepôts en Espagne, 24 heures, on ne sait pas faire quand même. Donc, c'est un vrai sujet. Les US, nous, on l'a fait, on a plugué notre site Shopify à la logistique Amazon. Donc, en gros, c'est de la logistique Amazon qui est livrée et Amazon et Shopify. Ça fonctionne très bien et à des coûts qui sont très raisonnables. Moi, je trouve que en fait, se lancer à l'international avec Amazon peut être un levier un peu... voilà, c'est un test quick and dirty. Ça permet de récupérer beaucoup de feedback, de voir comment le marché répond à son offre. Ça peut permettre aussi de tester énormément les positionnements prix. Ça, c'est le problème quand on est omnicanal. Nous, on a le problème en France, on ne peut rien faire en prix. Moi, demain, mon best-seller, je fais une OP, Decathlon m'appelle, je vais avoir une discussion qui va être assez pénible pour moi. Donc, je ne peux rien faire. Par contre, il y a des pays dans lesquels on teste, qu'on a fait aux États-Unis. On peut faire varier nos prix, aller tester et affiner, parce qu'on sait qu'on n'aura aucune conséquence à ça, si ce n'est jouer avec notre marge. Donc oui, l'international avec Amazon, ça peut être un super levier, hein. Je vous ai vu réagir, Expérience Capital, pardon, Ségolène et Cyprien, sur le sujet aussi. C'est exactement l'interrogation que je soulevais tout à l'heure pour le développement de nos marques. Effectivement, nous, on ne l'a pas fait jusque-là, mais c'est super intéressant tout ce que tu dis. Ok. Il y a un sujet là-dessus quand même sur Amazon qui est hyper important pour une marque, c'est qu'Amazon n'est pas un canal séparé du reste. Il ne faut pas se dire je vais sur Amazon, c'est une BU à part et je vais l'intégrer comme tel. Tout ce que vous allez faire sur Meta, sur Google, sur TikTok, en influence, ça va avoir un impact sur vos ventes Amazon. Moi, je le vois, ça m'arrive de dépanner certaines marques sur Amazon. J'ai une marque de thé, Anatae, pour la citer. Quand elle fait des OP influence, toute l'OP envoie le trafic sur Shopify, puisque ça, c'est assez important de le faire. Les pics de vente sont sur Amazon. Mais la rentabilité d'une OP n'est pas du tout la même si on isole le chiffre d'affaires Amazon. Aux États-Unis, c'est la même chose. Vous allez faire énormément de choses sur TikTok, notamment avec TikTok Shop. Si vous isolez Amazon de votre canal d'acquisition, en fait, ça ne marche pas. Donc il faut vraiment le mesurer, et on revient aux discussions sur l'attribution, ce genre de choses. C'est des sujets qui sont qui peuvent être complexes. Nous, on adapte ta philosophie. Pas trop on analyse et à un moment on creuse, on y va, on va pas faire de la suranalyse, mais il faut vraiment l'intégrer dans sa stratégie. C'est pas une petite brique qu'on met à côté et puis on va voir si ça prend ou si ça prend pas. Il faut vraiment que ce soit réfléchi, que ce soit intégré, quel produit on va mettre, quel pricing, comment on va travailler cet écosystème au milieu de tout notre système d'acquisition. Top, merci. Est-ce que vous avez des questions? Vous êtes plusieurs à m'avoir contacté avant l'événement en me disant que vous aviez des hard stops à 10h, donc j'ai dépassé un peu, mais... Est-ce que vous avez encore des questions? Cool, bon. Merci Mickaël. Avec plaisir. Et merci à tous et toutes, pardon. C'était super d'avoir ces échanges ce matin. Je vous invite à rester et continuer la discussion avec éventuellement les personnes que vous avez vues passer ou les personnes que vous avez croisées ce matin.
Et puis merci d'être venu, merci à Shopify qui a permis cet événement et Orso qui l'a organisé. Et puis je vous retrouve moi là et puis sur le panier chaque semaine. Merci à tous et toutes.